Donc bonjour, bienvenue sur un nouveau podcast. Alors aujourd'hui je reçois quelqu'un qui m'est très cher, David Fressino. Le seul mec qui a vu François quand il avait 16 ans. Voilà. Donc David Fressino, que si vous suivez French Nerd, vous pouvez le connaître parce que je publie régulièrement ses vidéos. Récemment il a fait une parodie du Mystère du Futur à mon insu. Voilà, faut Oui. dire que c'est. Donc, comme je te disais, parce qu'il faut savoir que là on est en train d'enregistrer, mais grosso modo on a picolé depuis tout à l'heure. Voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Mais ce que je disais, c'est que François, en fait, tu m'avais lancé sur. En fait, j'ai cru que t'attendais une parodie d'un autre truc. Donc, sur Saint-Jacques de la Mer, en fait, où j'ai fait une allusion un petit peu olé olé entre Florent et François. Oui. Et moi je pensais que c'était ça, ouais. Et François me dit un jour, voilà, tiens, je suis sûr, tu me prépares un truc. Et finalement, non, là, on a préparé un truc avec un pote à qui je fais mes vidéos et qui a donné la parodie du Visiteur du Futur. Au départ, devait s'appeler le Visiteur du Futur 8 bis. Carrément, toi. Ouais. Tu voulais être dans le DVD. Voilà, exactement, je voulais en te. secret. Les gens disent, mais c'est bizarre, c'est pas les mêmes comédiens, mais bon. Voilà quoi. Ah non, je suis désolé, beaucoup de gens m'auraient confondu avec Florent. Ah parce oui. que- Donc, bon, voilà. Donc moi c'est François Descraques et toi c'est David Fressino. Donc aujourd'hui on va essayer de parler d'une façon générale du métier de scénariste. Voilà, qui Voilà. est mon doux métier maintenant depuis 4 ans quand même. Depuis 4 ans, eh Ouais. oui, mais ça fait depuis beaucoup plus longtemps que tu fais j'écris. ça. Alors, Ouais. est-ce qu'on peut faire une sorte de rétrospective et tout Alors. ou est-ce que tu étais gêné, tu veux pas en parler? Je suis tout timide. Non, pour revenir vraiment au truc depuis le départ, j'ai toujours été passionné d'écriture. J'avais une maman qui me faisait sécher les cours pour que je puisse écrire. Donc ça c'était quand même assez formidable, j'en ai peut-être un peu abusé à certains moments. J'ai décidé quand je suis arrivé en fac d'écrire, donc c'est pour ça que j'ai pas été à la fac en fait et que j'ai loupé ma première année. Après je suis monté sur Paris comme on dit, où j'ai commencé à écrire. J'ai envoyé des boîtes de prod très basiques, surtout, voilà, ce qui était moi le truc sur lequel je m'éclatais, c'est-à-dire c'était des bibles sur des petites séries courtes, un peu caméra café, voilà. Le premier, je me rappelle, c'était un truc sur la colocation. J'étais pas le seul, parce qu'apparemment les producteurs en avaient reçu à peu près 150 000 juste avant. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec une première boîte de prod qui m'a dit tiens, le sujet est naze, mais l'humour est sympa, et on a commencé à bosser sur un projet, deux projets, après j'ai rencontré d'autres producteurs, et voilà. Mais j'ai un peu cette particularité-là d'avoir commencé déjà sur la création de programmes télé, et après d'être vraiment revenu sur du scénario pur, quoi. D'accord, ok. Parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, même si tu fais d'écriture, mais tu fais d'écriture, ce qui est assez spécifique, enfin non, c'est assez original, c'est que tu travailles sur des projets type émission télé, type série, type BD, Ouais. type Radio, maintenant. Radio, ouais, je sais. et prochainement type cinéma. Ouais. Alors ouais, c'est vrai que en fait ça vient d'un truc, c'est que j'aurais du mal à rester bloqué dans le même secteur pendant super longtemps. Et je trouve qu'en plus on fait quand même un métier, tu le vois par rapport à ce que tu fais sur tes vidéos ou ce qu'on fait de manière professionnelle. On peut dire quand même aux gens qu'on a quand même travaillé souvent ensemble. Oui, bon. Voilà, on n'a pas été très bien payés, mais mais voilà. Mais c'est vrai que du coup, tu gardes une certaine fraîcheur d'un coup à faire. Nous, on a fait, j'ai fait de la pub en viral avec Mylène, qui est ma chère et tendre, voilà, avec qui je bosse aussi. On a fait de la publicité en viral, on a fait du programme court pour la télé, on a développé du magazine. Et du coup, tu gardes une vachement grosse fraîcheur parce que tu t'enfermes pas dans un truc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scénaristes qui font que de la télé, Ouais. ou qui font que du ciné, qui en plus trouvent que les autres médias sont un peu grosso modo des médias bâtards, ils ont pas envie d'y aller, ils savent pas aussi souvent comment y aller. Et du coup, c'est vachement intéressant tu fais un ping-pong, là, le prochain truc, on va faire des pubs radio. Mhm. Donc ça, c'est tout nouveau. Là, hier, on a fait, je crois... C'est tout nouveau, mais si je me rappelle bien, quand tu étais jeune, Ok. avant de venir sur Paris, tu avais fait un peu un passage à la radio sur Énergie. Non, Alors, sur non, Fun alors- Radio. Alors, Fun Radio, mais attention, une Fun Radio locale. Ah ouais. Fun Radio Saint-Dié. Fun Radio Saint-Dié. Voilà, alors attends, 96.6 Ouais. FM. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Ouais, j'avais 14 ans. Voilà, donc je l'ai fait avec des patrons qui étaient vachement sympas en fait. Ouais. Enfin, c'était tu sais, les fameux stages où t'es jamais payé en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu t'y passes des journées entières, quand tu fais mal ton taf, on t'engueule comme une merde. Mais les mecs étaient super gentils et puis ouais. Et je faisais attention, les petites annonces, Ouais. la météo. Ouais.
Et un jour, on m'a laissé animer une émission. Et comme je n'y connais absolument rien en technique, ça a été un vautrage énorme. Ah ouais. Et je n'ai plus jamais retouché un micro. D'ailleurs, je t'éloigne un peu du mien là, on sait jamais Ouais. si ça recommence. Ah ouais, c'était plantage sur plantage, et juste un des pires moments de ma vie qui était surréaliste. Il faut savoir qu'en fait, toute l'équipe s'était barrée à Cannes, parce qu'il y avait des. T'as beau être une petite Ouais. antenne de Fun Radio, ils avaient des invitations pour je ne sais plus quelle soirée, donc tout le monde s'était barré. On Ouais. m'avait laissé les clés à moi qui, franchement, étaient franchement super mauvais. Donc je les écrivais tous, mais tu vois, à les dire, c'était vraiment pas le truc. Et, et en fait, les mecs m'écoutaient dans la bagnole. C'est-à-dire que j'animais une émission où il y avait, la technique marchait plus, l'ordinateur plantait. Donc je disais, tu vois, des trucs genre oh putain, merde, je fais quoi? Sauf Et- que tout le monde m'entendait. Et en même temps, j'avais le portable et les téléphones fixes qui sonnaient, avec les patrons qui appelaient pour se foutre de ma gueule. Donc voilà quoi. Mais ça, c'est assez incroyable dans ta carrière, c'est que t'as jamais considéré, que ce soit pour toi, mais même pour les gens avec qui tu travailles, que l'âge est, comment dire, est une limite. C'est-à-dire que la première fois qu'on s'est rencontrés, donc moi, j'avais 16 ans, toi, t'en avais 21, 22. C'est quoi, on dirait un vieux porno, tu sais? Merci, David. Je t'ai rencontré, tu vois, 16 ans, j'avais 18 ans, des poils sur la poitrine. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, le premier truc, parce que t'étais la première personne qui avait vraiment cette envie d'être professionnel et que je rencontrais. Et moi, j'étais en train de me dire, ouais, mais de toute façon, je suis un petit jeune, je vois pas pourquoi il devrait voir mes films, etc. Et pour toi, ça t'a jamais enfin, tu m'as jamais considéré comme un petit jeune, tu m'as dit, ah non, mais envoie tes scénarios, on va faire des courts-métrages ensemble, voilà quoi. Tu m'aides sur mes cours, je t'aide sur les tiens, voilà quoi, y a pas de souci. Et à 16 ans, c'est vachement, comment dire, ça booste vachement d'entendre ça. Bon, en même temps, ça me rassure, tu me dis que, Ouais. pareil, toi, tu t'étais octroyé le droit aussi d'essayer. Ah ouais, complètement. Et puis il y a aussi un truc, c'est que moi, quand j'avais 16 piges, bah du coup, j'en ai aussi réalisé, Ouais. voilà, dans mon coin avec ma petite bande. On était au fin fond des Vosges, pour ceux qui savent pas que je viens de là-bas. Et voilà, on a tourné des trucs épouvantables qu'on montait de magnéto à magnéto. C'est-à-dire, c'est toujours un truc, j'étais vachement admiratif sur ta génération, mais bon, grosso modo, on n'a pas un écart d'âge non plus qui Non. est énorme. J'ai 29 ans, t'en as 4. 24, donc on a 5 ans d'écart, ce qui est pas énorme. Ouais. Mais par contre, toi, t'as grandi avec des ordinateurs, des caméras Oui. numériques. Là, moi, j'ai grandi avec des magnétoscopes, 4 bandes, 4 têtes, et voilà, et des caméras VHS. Et c'est vrai que c'était, voilà, donc du coup, on a vraiment baigné là-dedans, et forcément, et moi, je suis, de toute façon, je crois que dès que je vois quelqu'un de passionné, forcément, ça me passionne, quoi. D'accord. Et je vais même te dire, je vois quelqu'un de passionné sur un truc qui m'intéresse pas. À partir du moment où le mec il est passionné et qui va mais qui est pas relou, quoi, tu vois, qui t'explique bien le truc, pourquoi c'est intéressant son truc et tout. Moi je suis à fond partant, quoi. Alors d'autant plus forcément quand c'est du court métrage. Je dois avouer quand j'avais créé l'association TNT, je crois que j'ai dû Voilà, y rester. Ouais. Parce que voilà, pour la TNT, c'est une association que tu as créée en 2000. 2000, ouais, 2000. Et c'est là où on s'est rencontrés et c'est là où on a vraiment commencé à collaborer ensemble. Mhm. Et ça a été le point de départ pour nous deux, pour beaucoup de projets et surtout pour beaucoup de formations. Ouais, complètement, ouais. Voilà, donc c'était quand même, en fait, moi ce que j'ai trouvé génial avec TNT à l'époque, c'était déjà la seule association qui acceptait n'importe qui. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que c'était pas genre une D'ailleurs, on bande de s'était potes. accepté déjà nous-mêmes, donc tu Déjà, vois, c'était déjà voilà. un vrai signe de. Ça aurait dû être le slogan. Si nous on peut le faire, tout le monde peut le faire. Exactement. Et donc, et en gros, c'était une association ouverte à tout le monde, contrairement aux associations de gens qui viennent de la fac Ouais. ou d'une même école. Et voilà quoi, vous recrutiez, mais très large. Et donc déjà, ça c'était une première ouverture. Et c'est là où on a commencé donc à Ouais. faire des courts-métrages, avant même donc YouTube Dailymotion. Donc c'était pour Internet, pour des festivals. Mais c'est vrai qu'on savait pas trop comment les diffuser et tout, mais tous les week-ends il y avait un court-métrage. Quoi, qui Ouais, tournait. complètement, ouais. Et puis en plus, ça sera vraiment ma fierté sur cette association-là. On va parler sérieusement, genre. Hein. Ouais. C'était qu'on est déjà devenu la plus grosse association de France. Ouais. À un moment, on était monté à quand même presque 300 adhérents, donc c'était Ouais. quand même super énorme pour un truc qu'on avait Dans juste. 5 ans qui se connaissaient. Voilà. Parce qu'on a eu toujours le problème, c'est mon père une fois qui m'a dit dans une association, t'as 50% que tu vois jamais, Ouais. t'as un tiers qui sont contre toi mais tu sais pas pourquoi, et t'as un dixième, donc tu calcules, ça fait même pas 100%, ça va être pourri dans mon calcul, et t'as 10% de mecs, voilà, qui sont des mecs que tu vas suivre, avec qui tu vas être toute ta vie. Ouais. Et mon père a fait ça pendant des années, mais dans un club de Harlem, et grosso modo la structure est toujours la même, et c'est vrai que
au cours de TNT, on avait toujours ce truc-là en tête de se dire que tout le monde va pas réussir. Ouais. J'ai toujours été super honnête avec ça, avec les gens qu'on croisait. D'ailleurs, j'ai appliqué ce truc-là, moi le premier aussi. Mais par contre, on se disait que dans le lot, forcément, il allait y avoir des mecs voilà, qui allaient marcher. Et puis voilà. Et puis du coup, moi, je t'ai rencontré toi. J'ai super aimé ce que tu avais fait. Effectivement, tu étais venu avec un court-métrage, je me rappelle, de Loup-garou. Bah, Où il y avait déjà un certain Florent il y avait un Dorin. certain Florent Dorin, Thibaut Geoffrey. Ouais, déjà, il y avait toute une clique. Et puis chez TNT, c'est vrai qu'il y a eu quand même de bons chefs-op qui sont passés. On a quand même Sébastien Lacheret qui fait aussi Oui. pas mal de vidéos virales. Donc, Exactement, qui fait du son, mais beaucoup de vidéos virales qui ont bien marché, et ouais. un univers de ouf. Ouais. Ouais, complètement, qui est Le monteur Kipou. son chez Dubing, exactement, le Kipou pour les gens qui, Ouais. voilà, pour le décryptage. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des comédiens qui, tu sais, c'est un petit peu peut-être le regret que je dirais, Ouais. c'est qu'en fait, on est arrivé à une période, en fait, on était, ouais, avant la période Dailymotion. Exactement. Et c'était peut-être ça qui fait qu'on était un peu en avance, mais que d'un côté aussi, on a fait des choses très compliquées, alors qu'aujourd'hui, Ouais. on a fait des choses très simples, on en a discuté plein de fois tous les deux, mais et avec d'autres aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as une bonne caméra, c'est voilà, c'est un petit coup mais c'est pas inabordable. Il te faut un ordinateur, un bon logiciel et rouler jeunesse quoi. Ouais. Nous À à cette l'époque, époque-là, il fallait un monteur qui fasse le ouais, montage, qui soit équipé, un ingé son, il fallait louer la caméra. Même au début, il n'y avait même pas de matos lumière, son, ouais. donc tout devait être loué, tout était très lourd. Et Mais pourtant, il y avait vachement de court-métrage. ouais, ça c'était un truc à l'époque sur les deux plateformes que tu avais de diffusion, c'était absolument pas YouTube et Dailymotion, mais Movies et Cinécourt. Voilà, on les a tous fait ceux-là, qui étaient des sites un peu restrictifs, c'est-à-dire que le choix éditorial, enfin il y avait un choix éditorial, Ouais. tu pouvais pas poster tout ce que tu voulais, qui était un peu restrictif. Si tu étais sur l'un, tu pouvais pas être sur l'autre. Ouais, c'était un peu, Voilà. Et le grand public ne connaissait pas ces sites en plus. Ouais. C'était pas, il n'y avait pas beaucoup de visionnage. Non, complètement, ouais. Donc et en plus, en général, c'était fréquenté que par des réals. Oui. Des réals de cours, donc en général, tu te faisais auto-déchirer. Oui, Exactement, parce qu'il y avait en fait les réalisateurs de court-métrage, en fait, à l'époque, devaient pas s'apprécier des masses, parce que grosso modo, dès qu'un mec était mis en avant, tous les autres le cassaient en fait. Oui. Donc ça, c'était assez rigolo, on avait plein d'anecdotes par rapport à ça, mais c'était vraiment ouais, les prémices de la vidéo en ligne, quoi. Ouais. Mais par contre, du coup, c'est vrai que je crois que sur TNT, si mes souvenirs sont bons, pendant qu'on a été, moi j'étais à la présidence genre 3 ou 4 ans. Après j'étais secrétaire général parce qu'il a fallu que je lâche un peu de l'aise, Ouais. parce que quand ça commence à marcher professionnellement parlant, En il même a temps. fallu, ouais voilà. Et puis moi j'avais un truc, c'est que je fais jamais les trucs à moitié, donc je préférais que quelqu'un le fasse pleinement, quitte à être encore un petit peu là parce que ça a rassuré pas mal de monde. Mais on a fait genre 80 courts-métrages quoi. Bah Donc oui, totalement. on n'a pas eu maximum de prix parce que tout n'était quand même pas de qualité extraordinaire. Ouais. Et puis voilà quoi. Mais en fait, je crois que les gens qui ont connu cette époque-là, c'est assez marrant parce que c'est pas non plus il y a 50 milliards d'années, tu vois. Mais que ça soit Florent, que ça soit toi, Sébastien Lacheret, donc le Kipou, Jérôme Thomeret qui tient maintenant à théâtre. Et on en garde tous plein de bons souvenirs quoi. En fait, Oui. sur le coup, on a galéré comme des malades, on claquait du pognon, enfin les lowers se faisaient plein de thunes sur le court-métrage, et on a claqué quand même des sommes folles quand même. Bah carrément, mais bon, c'était là où ça te forçait à faire tes premiers cours, et moi, je serais jamais assez reconnaissant de m'avoir, pas forcé, mais Je prends 10%, hein. Je prends 10% à vite ce que tu gagnes, et tu seras vachement moins pressé. Et pour l'instant, je suis reconnaissant parce que t'avais créé le concours 3ème sous-sol, qui était un concours de création de court-métrage avec des contraintes. C'était même avant les films en 48 heures. Et c'est un truc que j'ai dit sur mon blog, et je le redis, que je trouve encore plus intelligent et plus comment dire, pertinent que le film en 48 heures. Ce 3ème sous-sol, en fait, c'était un concours de court-métrage où on avait un lieu, à savoir un parking sur 3 niveaux. Et les contraintes, c'était fallait que les réalisateurs fassent un film avec 3 comédiens, un film qui dure 3 minutes, dans le lieu imposé. Ouais. Et surtout, la grosse contrainte, c'était tournage en 3 heures. Ouais. C'était les 3-3-3-3-3. Voilà. Et sachant qu'il y avait, sur les 3 niveaux de sous-sol, il y avait donc à chaque fois un tournage par niveau, donc 3 tournages parallèles. Ouais. C'était un truc de malade, parce que je crois qu'en nombre de personnes présentes à ce moment-là, on est monté à plus de 200 quoi. C'était un truc de malade quoi. Tout le monde tournait à droite à gauche. Ah ouais. Il y avait des comédiens qui tournaient dans deux courts-métrages, donc ils devaient changer de costume. Des fois en même temps. C'est-à-dire que les mecs, ils terminaient une séquence au niveau -2, ils passaient au -1, et souvent ils se faisaient engueuler par les mecs qui tournaient au -3, qui trouvaient qu'il y avait beaucoup trop de bruit pour leur tournage quoi. Mais ce que je veux dire, ce qui est vraiment génial dans ce concept-là, c'est que tu as un bon temps de prépa.
je crois que j'en avais 2 mois de prépa. Ouais, carrément, ouais. La préparation, tout ce qui est répétition, tu as tout le temps qu'il te faut. Après, tout doit être prêt pour le tournage, donc ça te force à être organisé pour ton tournage. Et après le montage, tu avais le temps qu'il te fallait. Donc au final, ça t'oblige juste à être efficace sur le tournage, sachant que c'est exactement ce que tu es obligé de faire pour être professionnel finalement. Ouais, complètement, ouais. Parce que moi, c'est vraiment des gros trucs, là, pour faire une parenthèse, mais des vrais gros trucs que j'ai appris dans ce métier-là, c'est que t'as beau être sur un tournage professionnel ou un court-métrage, tu as les mêmes galères. Ouais, les mêmes T'as les problèmes. mêmes galères, t'as les mêmes types de personnes, et voilà quoi. Bah, donc franchement là-dessus, donc moi j'ai pu faire l'éternel combat qu'on voit sur le blog, tu vois, et ça m'a et à l'époque, j'osais même pas te proposer, tu vois, et tu me dis mais non, mais propose un scénario. Je suis bon, OK, alors j'ai réfléchi, j'ai fait ça, et c'est ça qui m'a vraiment donné le déclic de ah mais en fait, je peux vraiment m'y mettre à fond, je peux vraiment comment dire, oser prétendre être réalisateur de court-métrage, alors qu'avant j'osais même pas, je disais juste je fais des films avec mes potes dans le garage. Et Mais tu vois, c'est là où il y avait vraiment l'intérêt de TNT en fait là-dessus, c'est que dans la masse, t'as toujours des gens qui se. Ouais, je vais pas te flatter parce que je suis assis à côté de toi et que tu me menaces de me taper. Mais non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'était là où c'était vraiment très intéressant TNT, c'est-à-dire que t'avais plein de cours. Franchement, honnêtement, il y a eu les 3 quarts, c'était vraiment de la daube. C'est pas méchant, mais c'est vrai que les miens y compris, quoi. Tu vois, il y a des trucs, c'était les premiers, tu galérais et tout. Mais du coup, t'avais forcément un ou deux qui qui sortaient vachement du niveau. Et du coup, sur Troisième Sous-Sol, l'Éternel Combat est resté un court-métrage, tu vois, emblématique de Troisième Sous-Sol, quoi. Et il y a eu, je crois, parce qu'on a fait 2 sessions. On a une première où il y a eu 12 courts-métrages sur chacune des sessions. Mais je sais même pas si c'est pas plus. Et c'est vrai que l'Éternel Combat était le truc vraiment majeur, le court-métrage majeur de cette session-là, de la première. La deuxième, je crois qu'on a même pas vu les films. il n'y a pas eu de projection pour la deuxième. Voilà, il n'y a pas eu de projection pour la deuxième, mais du coup, Éternel Combat a vachement vécu tout seul en fait. C'est assez marrant parce qu'il est né d'un projet collectif. Et il a réussi à s'extirper par sa qualité, mais ça, moi je l'avais déjà vu sur ce que tu avais fait avant, sans flatterie inutile. Mais voilà, quoi, il y avait une vraie patte, quoi. La Draco, on se disait, il y avait vraiment quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, c'était assez symptomatique, c'est que le comédien avec lequel tu avais tourné, je crois qu'il était Fred Largier, outre Florent Dorin, qui était déjà de la partie, c'est fou. Lui, il est dans le pack d'office. Voilà, il est livré avec. Et Fred Largier, je me rappelle, est sorti du tournage en me disant putain, le mec, il assure bien quoi. C'était le seul, je crois que c'était peut-être le premier vrai comédien avec qui je tournais, qui n'était pas un pote, qui n'était pas un Jones du lycée, et qui tournait dans des pubs, dans des téléfilms, au théâtre. Et ça m'a mis la barre haute, je me suis dit merde, ce mec là il faut vraiment je suis au niveau, tu vois. Donc j'avais tout préparé pour lui, j'avais fait un storyboard et tout, pour qu'il se sente vraiment à l'aise, quoi. Et pareil, j'ai pu travailler, c'est la première fois que je travaillais avec un chef-op aussi, Olivier Converse, qui m'a fait découvrir ce métier-là, et c'est en partie grâce à lui que j'ai fait après la formation du BTS, parce que je savais pas que ça allait exister et tout. Donc ça m'a... Franchement, c'était pile poil au bon moment, j'avais 18 ans, j'étais ma terminale, et c'était le moment où j'avais besoin de, avant d'avoir mon bac, d'avoir une expérience, un avant-goût professionnel, pour savoir vraiment dans quoi je m'avançais. Et ça a fait que confirmer mes désirs, et voilà quoi, c'était vraiment une super expérience, quoi. Mais c'est vrai que c'était intéressant parce que du coup, en fait, l'Éternel Combat, ce qui est toujours super intéressant quand tu vois des courts-métrages par exemple de super grands réals, c'est que tu te rends compte que dans les cours, leurs premiers courts-métrages sont pas parfaits, mais toutes les bases sont là en fait. Voilà, oui. Donc déjà, tu avais une base Florent Dorinès qui était déjà là. Honnêtement, il y a déjà un pré-habillage sonore qui est déjà là, on a déjà les fameux whoosh. Ouais, les voilà. À chaque fois qu'il y a un plan, il y a déjà un étalonnage où tu commences à rechercher un peu, à avoir une vraie patte sur ton image. T'as les plans, t'as des films que tu faisais toi-même. Surtout, t'as l'ange et le démon qui reviennent dans Play Fighter. Ouais, complètement. Ouais, donc c'est super. Enfin voilà, moi quand on a créé ce TNT, et Dieu sait que ça a été une grosse source d'emmerde à chaque fois parce que va gérer 200 personnes avec ceux qui comprennent pas, ceux des fois qui aiment pas ta gueule aussi parce que voilà, ça arrive dans la vie. Et TNT, c'était That's New Talent. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, on s'était dit association TNT, ça pète. Et à l'époque, il n'y avait pas la TNT. Non, il n'y avait pas la TNT, Voilà. il y avait rien du tout. Par contre, on savait pas ce que voulait dire TNT en fait. On s'est dit ça doit être l'abréviation de quelque chose, on va faire quoi et du coup, je sais plus pourquoi on avait sorti That's New Talent, qui en plus me semble être un anglais tout à fait approximatif. Et voilà, et en fait, des fois les gens disaient ouais, enfin bon, That's New Talent, on vous fait un peu de la merde. Enfin voilà, c'était super. Enfin, moi, c'est une période en fait où j'en garde que des extrêmement bons souvenirs. Mais parce qu'on a pris des claques. Oui. C'est ça qui était super intéressant, c'est que... Chaque fois qu'on se prenait des claques,
enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous on peut en parler avec le sourire, Ouais, parce que on est des survivants de cette voilà. époque-là. C'est-à-dire qu'on a laissé beaucoup de cadavres derrière nous, tu vois, Ouais. qui sont... Ça, Qui, c'était par contre, qui... ouais, mon regret. Bah, je disais que Ouais, par exemple, moi, sur TNT, voilà, j'avais dit souvent que s'il y avait une personne qui arrivait à vivre de ce métier grâce à cette structure-là, si ça ça avait lancé des vocations, la mission était remplie. ouais. Elle a été remplie avec toi, elle a été remplie avec d'autres aussi, plus ou moins avec du succès. Voilà. Il y avait des gens qui avaient déjà commencé, voilà, donc ça c'était intéressant. Et puis ouais, merde, ça y est, j'ai perdu mon flow, Oui, excuse-moi. il y a toute une bande de réals, de gens avec Voilà, qui ont traîné, voilà. qui... Et effectivement, voilà, je me rappelle ce que je voulais te dire, c'est effectivement quand tu disais qu'on avait laissé un peu sur le carreau, c'était un peu une petite déception sur certaines personnes qui étaient très douées. Oui, Moi, je trouvais, exactement, ouais, ouais. ou qui étaient très douées. Et du coup, c'est là où il y a une de mes un petit peu phrases, excuse-moi, que je me rappelle quand des fois tu dis bon, je suis en train de galérer, ou tu peux être dans des périodes plus ou moins créatives Ouais. et intéressantes au niveau des contacts et des prods. C'est que c'est pas les meilleurs qui arrivent, Non, c'est ceux qui s'accrochent le plus qui arrivent. exactement. Et ça s'est vérifié. J'ai vu plein de gens qui étaient vraiment très talentueux. Honnêtement, t'étais au-dessus. Non, mais c'est vrai. Hein, après, c'est une super rencontre qu'on a eue tous les deux. Et voilà, quoi. Je pense que ça va durer, tu vois, un tas d'années. On sera vieux en maison de retraite. Et puis on sera Voilà, des vieux gâteux. On se réécoutera ce podcast. absolument. Voilà, mais c'est vrai que moi, je me rappelle deux mecs de la Réunion Ouais. qui étaient venus sur Paris pour faire des études de Cinoche. Qui, comme beaucoup, avaient fait l'erreur d'atterrir, tu vois, à l'ESRA, au 3IS. Ouais. En fait, c'est des trucs qui te forment pas, ils te déforment. Il déforme et il C'est- te prend ton argent. Voilà, et tu sors, t'es dégoûté, t'as un diplôme, t'es persuadé que tu vas super cartonner, sauf qu'en fait, il y a 75 000 personnes qui l'ont eu Voilà, aussi. et tu dois rembourser ton emprunt étudiant, et Voilà. quoi. Et ils avaient fait des trucs vraiment sympas, ils avaient des projets super sympas, qui étaient moins barges que toi non, mais dans cet esprit de vivacité que tu peux avoir dans l'image. On était plus sur du cours vraiment posé, mais ils avaient fait deux trois trucs institutionnels qui étaient vachement intéressants. Et puis un jour, ils avaient un projet qu'on avait validé avec TNT. C'est un petit système de validation qui n'était pas bien méchant, mais Ouais. voilà, fallait quand même qu'on sache un petit peu sur quoi on se lançait. Et puis il y a un des mecs qui m'appelle en me disant bah écoute, voilà, on va pas le faire parce que mon pote rentre à la Réunion et moi je vais devenir éducateur spécialisé. Et du coup, d'un coup, j'ai pris une vraie claque en fait, de me Ouais. dire ah ouais bah oui, c'est vrai que c'est pas un métier facile. Alors t'as la chance des fois d'avoir une famille qui comprend vachement ce que tu fais. T'as aussi des familles créatives, Ouais, ouais. ce qui est aussi un peu ton cas avec Ouais, Raphaël, avec tes oui. frangines. Ah bah oui, là-dessus, on a chacun, on Ouais, s'entraide, et c'est tout à l'honneur de mes parents ouais, qui ont le courage d'accepter ça, mais ouais. toutes les familles sont pas comme ça. Parce Hein. qu'accepter un enfant créatif, c'est grosso modo accepter un enfant qui gagne pas sa vie avant 30 ans. Voilà, Donc, exactement. donc voilà, mais c'est vrai que du coup c'était un vrai... tu vois, j'en ai pris une petite derrière la tête il y a pas longtemps avec un scénariste qu'on connaît tous les deux parce Ouais, qu'on a bossé un peu ensemble, absolument, ouais. qui s'appelle Florent Moret, qui est un très très bon auteur, et qui du coup effectivement a du coup une petite lassitude par rapport à ça, et qui a dit voilà, moi, maintenant je me range, et puis Ouais, j'ai oui. pas forcément envie d'écrire quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est là la différence surtout vient quand au début c'est que des avantages, c'est que Ouais. de la création, puis après il y a les contraintes qui arrivent. Mm. Et beaucoup de personnes de talent ne peuvent pas écrire sous la contrainte. Ouais, Et c'est là où complètement. tu vois la différence, tu vois. Et à la limite, moi à la limite, ce qui me chagrine le plus, c'est pas tant les gens qui disent, écoute, voilà, je pense pas travailler avec des producteurs parce que je m'entends pas avec ces gens-là, je pense pas travailler sous la contrainte parce que j'arrive pas, mais des fois ces gens-là arrêtent vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, ok, je vais prendre un boulot et je ferai ça un peu le Mm. week-end, tu vois, et c'est totalement cohérent, Ouais. ces gens-là, en fait, souvent, arrêtent totalement. Ah ouais, complètement, ouais. Et parce que finalement, quand tu es dans un état de création, que ce soit sous contrainte ou pas, t'es créatif, comment dire, Bah, c'est là où je pense qu'il y a et c'est pas péjoratif pour ces gens-là qui ont ouais, arrêté, parce que voilà, on en a rencontré, toi et moi, là-dessus. Et ça fait partie aussi du métier de scénariste là-dessus, c'est que je pense que foncièrement, quand t'as vraiment ça dans le sang, il n'y a pas moyen de t'arrêter. Moi, j'ai toujours dit, par exemple, que si j'avais pas. Parce que le statut d'auteur, on en parlera peut-être un ouais, petit peu tout à l'heure, parce que je pense que c'est un truc qui est un peu intéressant, qui est un peu ouais, technique, mais qui est assez. Qui est là très lourd ouais, d'engagement, de paperasse et surtout d'impôts. Mais voilà, c'est pas facile, t'as des pressions de part et d'autre, complètement, quoi. Euh, et puis à un moment, t'as aussi un truc, c'est que je pense que
La grosse difficulté, moi, que j'ai eue quand j'ai commencé à écrire, parce que j'ai commencé à écrire assez tôt. Moi, j'ai écrit au départ, comme souvent des nouvelles, tu sais, au Ah collège, ouais. t'écris des nouvelles, tu fais un concours. Et c'est-à-dire que le premier concours auquel j'ai participé, j'ai pas gagné, mais je suis arrivé dans une sorte de finale Ouais. régionale en Lorraine. Alors, tu vois, les trucs. Mes parents avaient dû mettre tu vois, un col roulé avec un nœud papillon tu vois, pour faire bien. Mais ça m'a vachement donné le pied à l'étrier. Ouais. Et puis voilà, de fil en aiguille, mais à un moment, tu te rends compte que tu es en décalage avec les gens qui ne font pas ça, qui ne comprennent pas Totalement. ça. Ouais, ouais. Et moi, c'est ça d'ailleurs qui m'a poussé, à partir faire des études loin de chez moi au départ. Enfin, loin de chez moi, je me comprends, mais voilà, je suis parti de telle manière que je devais déménager. Ouais, ouais. Donc, j'habitais plus chez mes parents à 18 piges, et à 19 ans, je suis parti sur Paris. Et c'est vrai que d'un coup, à 16-17 ans, je me trouvais en complètement décalage, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais des potes dont la seule activité était mais des activités normales, c'est-à-dire de picoler un bon petit coup, parce que Mhm. finalement, j'ai rattrapé un peu ce retard-là après. J'étais pas avare non plus sur le truc, mais voilà, qui comprennent pas que tu as ce truc créatif, c'est-à-dire qu'il faut que tu écrives, tu as des idées, il faut que tu les mettes en place. Et c'est ces mêmes potes à qui j'ai fait mes premiers courts-métrages, et puis à un moment, voilà, honnêtement, ils sont devenus bûcherons, flics, militaires, donc voilà, des métiers hautement intellectuels. Mais, Mais des vrais métiers, comme on ouais, peut voilà, dire. exactement, des vrais métiers. Et puis, il y a ce truc-là, pour en revenir aux gens qui peuvent abandonner, c'est à un moment, tu as 25, 26, 27, Ouais. 28 ans, je pense que c'est l'étape cruciale est entre 25 et 28. Voilà, quand tu passes 25 ans, Voilà, tu commences à te poser des questions. complètement. Tu es en couple, Ouais. peu importe ta sexualité, mais tu te mets en couple, tes potes commencent à bien gagner leur vie, Exactement. et voilà, et commencent à avoir des vraies carrières. Ouais. Et puis, par exemple, il faut savoir que le statut d'auteur, Oui. faut savoir que la moyenne d'inscription à la GSA, donc qui est faut savoir que le statut d'auteur, donc ce qu'on appelle le statut AGSA, un statut qui est encore plus pourri que les intermittents, parce que les Ouais. intermittents, quand ils bossent pas, mais qu'ils ont leurs heures, ils ont un peu de pognon. Ouais. Statut AGSA, quand tu bosses pas, t'as pas de pognon du tout, Ouais. donc t'as pas de retraite, t'as rien du tout. Ouais. T'as juste le droit de repayer des impôts en plus là-dessus. Et la moyenne la moyenne d'inscription, de première inscription, c'est 35 ans. Ah ouais. C'est 35 ans, c'est-à-dire que voilà, et là c'est là où moi je suis super content parce que on travaille en plus en duo, je travaille avec Mylène, Ouais. donc il fallait pas juste sortir un salaire d'auteur, il fallait en sortir deux, Ouais. tu vois, ce que j'appelle un salaire d'auteur, voilà quoi, on va dire que quand tu es autour de 1500 euros, Ah ouais. tu gagnes, voilà, tu peux déjà être content, et notre première inscription on l'a fait à 25 ans, Ouais. et on est super satisfait de ça parce qu'on l'a eu 10 ans avant tout le monde, quoi, Ouais, tu vois, donc ouais. on a une petite revanche par rapport à ça. Donc voilà, c'est ta petite parenthèse sur l'âge d'inscription. Mais c'est vrai qu'à 28 ans, t'as tes potes qui se marient, t'as tes potes qui vont prendre du galon, qui partent faire une mission à l'étranger, qui sont informaticiens, Et puis toi, tu fais quoi? T'es grosso modo un peu l'original, Ouais, ouais, t'as pas. comme dirait Jérôme, le saltimbanque. Ouais. Et, Et euh, t'as pas l'impression par rapport à eux d'avoir évolué, même si ouais. t'as fait beaucoup de trucs, tu vois. Mais Alors que toi, t'es persuadé Oui. voilà, foncièrement, tu sais que tu perds pas ton temps, tu crées Ouais, des trucs, quoi. ouais, Je veux ouais. dire, c'est Peut-être génial, quoi. Ouais, ouais, carrément, quoi. C'est super fun, quoi, tu vois. Et en plus, tu sais que t'es qu'au début de quelque chose. C'est un truc qui est génial dans ce métier-là. C'est que tu vois, par rapport au train-train quotidien, Oui. c'est là où je pense que c'est un truc qui peut donner de la force à des gens qui à un moment auraient tendance à vouloir lâcher. Effectivement, pendant cette période-là, parce qu'à 25 ans, t'arrives à avoir quelques contrats. Ouais. Parce que tu as une certaine énergie, une certaine fraîcheur, mais après, faut arriver à capitaliser tout ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire une deuxième fois, c'est ma grande spécialité, c'est d'arriver à me perdre en route dans ma tête. Non, mais tu disais que le truc c'est de pas lâcher, Ouais. parce que C'est- voilà quoi, t'es payé au début quelques fois, t'es très content, mais c'est le moment où ça commence réellement au foot pro de relancer. Mm. Et je pense que ce que tu voulais dire, c'était que Bah, en fait, c'est un métier plein de surprises. oui, en fait. t'arrives C'est ça. jamais à un Voilà. moment où tu dis ah c'est bon, c'est bon, j'ai plus à faire d'efforts et Ouais. je sais à quoi va ressembler mes 10 prochaines années. Ouais, Tu sais jamais. complètement. Alors, si tu veux, ça c'est une phrase terrible. Un jour, qu'un capote m'avait rapporté qu'il avait entendu chez quelqu'un qui avait dit voilà, je suis marié, j'ai un enfant, je peux mourir. Le truc, tu dis, mais attends, mais jamais de la vie, je peux dire un truc pareil, quoi. Ouais. Et ce qui est génial dans ce métier-là, c'est que tu peux avoir un coup de fil qui change tout. Et c'est Ouais. ça que moi j'adore. Ouais. Tu peux avoir l'idée géniale que personne n'avait eu avant. Ouais, ouais. Alors des idées comme ça, t'en as pas 50 milliards non plus. Tu peux en avoir en plus des très bonnes. Et puis quelqu'un t'a devancé parce que des fois t'as des idées qui sont dans l'air du temps. Donc Ouais. t'as un mec à l'autre bout du monde qui Ouais. va avoir la même idée, sauf que lui il aura été plus vite et puis il aura trouvé les bons partenaires. Surtout J.J. Abrams. Voilà, surtout ouais, quel enfoiré celui-là. mais c'est ça qui est génial, c'est que t'as cette excitation là de te dire que à 28 ans tout commence. Oui. Alors que
pour beaucoup, à 28 ans, tout commence à se finir. et oui, Et c'est... Et beaucoup, ça, moi j'ai beaucoup de contacts que j'ai, ou des potes, des gens que je connais, c'est là où soit ça leur convient, donc ils acceptent leur train-train, et ils disent ouais maintenant je vais faire ça, et voilà, je vais faire ça pendant 10 ans j'imagine. Soit ils arrêtent tout. Ouais. Ça, ils quittent tout du jour au lendemain, ils font un truc qui est encore plus irresponsable Ouais. que de commencer jeune à être auteur, et ils le font à 28 ans en disant ok maintenant je vais faire un truc qui n'a rien à voir, et parce que voilà, ils supportent pas cette idée de se dire que c'est bon, c'est fini, ils n'auront plus d'autres choix, quoi. Ouais. Je pense qu'une une des bonnes méthodes tu vois, à avoir là-dessus, c'est de se dire que, en général, quand t'es ado, quand t'es ado, tu te dis, voilà, je vais faire la fête jusque 30 ans. Ouais. À 30 ans, je commence à bosser et je ferai ma carrière. Ouais. Et en fait, si tu veux réussir vraiment dans ce métier, je crois qu'il faut penser à l'inverse. Ah bah, C'est-à-dire, tu totalement. bosses jusque 30 ans, mais comme un malade. Ouais. Tu vois, je vois ce que tu fais toi aussi, tu vois. Il faut que tu écrives, il faut que tu tournes. Tu as toujours un peu de démarchage, tu as des suites de tes prods. Tu montes, enfin, tu as 100 milliards de trucs qui t'occupent la journée, t'écris. T'as des idées, parce qu'il faut les avoir aussi, ces idées-là. Faut quand même aussi se mettre dans une façon d'avoir ces idées-là. Et voilà, et c'est super épuisant, et c'est pas un métier à 35 heures, quoi. Et par contre, ça, il faut vraiment avoir cette logique-là, jusque 30 piges, à se dire, voilà, effectivement, moi, il y a des fois où j'ai préféré rester à écrire plutôt que de sortir avec des potes. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un peu d'incompréhension à un moment, tu vois. Mais aujourd'hui, je sais que je suis dans une phase, voilà, où je vais plus maintenant avoir tendance à gérer ce truc-là. C'est-à-dire maintenant, je connais bien mon écriture, je sais aussi me mettre dans les conditions pour avoir l'inspiration, parce que c'est quand même super important. Et puis ça roule, quoi. Mais t'es obligé de concevoir avant. C'est-à-dire les gros efforts, tu les fournis jusque 30 piges. Et c'est pour ça qu'on parlait de Et formation. je t'ai filé à Chahena en te roulant une pelle tout à l'heure, je suis désolé. Je suis un peu malade, mais j'ai l'impression que les gens ont l'habitude sur les podcasts de m'entendre tousser. Oui, c'est vrai. Voilà, quoi. Donc, tu devrais mettre un masque sur les prochains, moi, tu sais. je parlerai comme faux et tout. Mais je suis pas malade, je suis pas contagieux, j'ai juste d'allergie. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça te confirme l'idée que dans tout métier créatif, que ce soit réalisateur, scénariste, ou où tu fais des projets, le piège, bizarrement, c'est la fac ou les écoles. Complètement. Parce que ça te fait croire à un cadre mais qui est totalement mal foutu et qui a aucune valeur en soi, à part si tu fais peut-être la Fémis, et encore, il y a beaucoup de gens qui sortent de la Fémis qui sont pas aussi bons qu'on pense et qui travaillent pas pour autant. Et donc, en fait, c'est ça le pire. Et le pire, moi je pense, c'est la fac, parce que les gens, genre, ils ont 10 heures de cours, ils pensent qu'ils apprennent du cinéma alors qu'ils apprennent rien, ils pensent qu'ils apprennent à faire des trucs et qu'ils auront un avenir alors qu'ils en auront pas, et tout le reste, hors des cours, ils décompressent. Alors ils décompressent de pas grand chose, mais voilà. Et au final, bah voilà, tu passes 4-5 ans là-dedans, et c'est très rare, c'est ceux qui faisaient tout à côté qui s'en sortent vraiment. Moi, il m'est arrivé un truc comme ça, parce que je m'étais inscrit, donc moi on m'avait dit, voilà, passe ton bac, parce qu'après tu pourras choisir les cours que tu veux quand tu seras à la fac. Alors j'ai trouvé ça formidable, je me suis dit, ah putain, mais c'est génial, je vais prendre, tu vois, des trucs trop de ouf. Alors il y avait des cours qui étaient absolument inutiles, parce que j'avais quand même Histoire de la télé, où on a quand même regardé Urgence, on avait un prof qui était fan d'Urgence, et on a regardé que Urgence toute l'année, donc si tu veux... Un truc que tu peux pas faire chez toi, par exemple. Voilà, que tu peux pas faire chez toi, et en plus c'est pas un métier. C'est-à-dire que tu peux pas dire plus tard, j'ai quand même bac plus 3 de visionnage d'Urgence, quoi. J'ai vu les 15 saisons. Et voilà, donc on avait histoire du cinéma qui me passionnait pas des masses, parce que je dois avouer que je suis pas un cinéphile, je suis un cinévore. Donc moi, voilà, il y a des trucs... Des trucs cultes que tu aimes. Voilà, et puis je suis là-dessus, je suis hyper geek dans l'esprit, mais j'ai du mal à me faire dans le côté histoire du cinoche. Et on avait aussi Histoire du théâtre, tu vois, des trucs super relous, parce que en plus c'est raconté par des profs qui, moi, sont au fin fond quand même moi ça me paraît de la cambrousse, mais pour tous les gens que j'amène dans le coin et qui connaissent la région, c'est quand même un peu la cambrousse. Et puis à l'arrivée, voilà, c'était carrément pas passionnant, quoi. Et voilà, et c'est vrai que l'école là-dessus, enfin la fac, je me rappelle, donc 800 dans un amphi, le prof dit, qui a déjà réalisé un court-métrage? Alors, modestement, j'ai réalisé des trucs, vraiment, je dis, magnétoscope à magnétoscope. On était 2 à lever la main. Et on était 800 dans l'amphi, ça s'appelait médiation culturelle et communication, mais genre, tout le monde voulait être cinéaste. Et il y avait un truc qui m'horripilait, c'est que dans les couloirs, les gens donc fumaient tu vois, les étudiants fumaient une clope entre deux cours, et tout le monde disait, je crois que je vais commencer à réfléchir à écrire un scénario. Et c'est un truc, j'avais envie de dépaffer, mais je disais... Mais j'ai eu la même expérience, parce que moi, après mon BTS, qui était une super formation, parce qu'au moins t'apprenais des trucs, bah, j'ai fait un peu de fac, à savoir 2 semaines. Et
Et à un moment, un des mecs qui était dans la classe me dit: mais qu'est-ce que tu fais le mercredi? Tu vas jamais en cours le mercredi, qu'est-ce que tu fais le mercredi? Tu vois, je sais pas, je tourne des trucs et tout. Et il m'a fait: ah oui, ah c'est pas mal ça. Non, parce que faudrait, moi, ouais, ça c'est bien ça. Faudrait que je fasse moi un cours aussi. Mais c'était bac plus 3, c'était en Ouais, troisième année de fac. Et tu te dis: mais t'as passé 3 ans à la fac, t'as pas tourné un seul court-métrage, mais tu comptes les mouches et tout. c'est Et, clair. et bizarrement, c'est même pas tant les profs qui sont mauvais, parce que t'as toujours des profs mauvais où tu ailles, tu vois. C'est le fait que les élèves et l'environnement ne te poussent pas à la création, Ah non, mais quoi. carrément pas, Et quoi. t'endors le cerveau, Ouais. quoi. Et honnêtement, je voyais des fois, il y en avait un ou deux qui réalisaient un court-métrage, c'était juste une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que tu voyais les mecs, voilà, quoi, il n'y avait pas de plan de travail. Les trucs horribles, souvent, c'est comme ça que tu repérais que c'était vraiment un plan pourri. Ouais, C'est les mecs, tu sais, qui tournent une partie du dialogue en mettant tout l'éclairage sur ouais, le ouais. premier protagoniste, qui changent l'éclairage pour faire le contre-champ, et qui disent maintenant on va remettre l'éclairage comme il était avant pour faire le contre-champ du contre-champ. Tu vois, c'est-à-dire Oui, que tu as une discussion entre deux ouais, ouais, personnages, mais plutôt que de tourner toutes les répliques du mec ouais, d'un coup, ouais, ouais. il changeait Oui, oui, 36 fois l'éclairage oui, de oui, oui. place. Et là, tu te disais, mais attends, mais c'est quoi, quoi? Oui, Alors puis que, après, voilà, parce que franchement, c'est la à base. partir Ouais, du moment où on leur a pas appris le truc, ils ouais. vont pas le faire d'eux-mêmes, tu vois. Mm. Et après, ce qui arrive, et là je rejoins par rapport à TNT, parce que moi, donc j'ai rejoint TNT, j'étais un des plus jeunes, mais c'est vrai que beaucoup avaient 25 ans, et Ouais, c'était l'âge dans lequel les gens avaient eu un master, ou enfin à ouais, l'époque, je sais plus, bac plus 4, maîtrise de cinéma, euh, et commençaient à se dire, faudrait peut-être que je fasse un film, et je sais pas comment, et vu que ouais. j'ai plus de matériel, vu que je suis plus à la fac, il faut que je trouve du matériel, donc TNT c'est le meilleur endroit. Mm. Et ces mecs-là, avaient 25 ans, faisaient leur premier court-métrage, juste à partir de trucs théoriques qu'ils avaient appris en école de cinéma. Et en plus, ils étaient persuadés que faire un court-métrage, c'est en gros être le réalisateur sur un tournage, donc être assis sur une chaise, avoir une équipe et dire juste oui, je veux ça, je veux ça. Et on n'était pas du tout Ouais, débrouillard. Et ça m'a fait flipper. Je me suis dit, putain, j'ai pas envie d'être comme eux, quoi. J'ai pas ouais. envie de me réveiller à cet âge-là, de me dire, putain, faut que je fasse un court-métrage maintenant. Et donc voilà, donc, si tu commences pas. À la limite, je dis pas qu'il faut commencer tôt, parce que là j'ai un autre exemple, par exemple, c'est Sébastien Girard, qui est un mec qui a fait des études de bio, et qui a tout arrêté du jour au lendemain pour faire Mm. l'audiovisuel, mais qui a pratiquement tout appris lui-même, Ouais. et qui a fait ses cours lui-même, et qui a acheté son matos lui-même. Mais le Et mec, il a eu cette énergie-là exactement, de se lancer, quoi, de oui, prendre des risques, et ouais. puis de se dire, de toute façon, je vais pas attendre d'avoir Ouais. une formation pour commencer. Et donc depuis, il fait tout par Mm. lui-même. Il a fait juste une année de formation et ça lui a pas trop plu, donc il a arrêté. Mais il est autonome, tu vois. Et au final, voilà quoi, il faut pas attendre, faut pas attendre d'avoir le matériel parfait pour Ouais. faire un court Mais moi, métrage. souvent, parce que je sais que tu peux recevoir des mails par rapport à ce que tu fais en vidéo, parce que voilà, franchement, ça dessire un max. Moi, je vais plus recevoir des mails par rapport à des gens qui vont aller sur mon site en disant, bah tiens, t'as écrit pour la télé, Ouais, comment on écrit une série télé, comment on écrit un long métrage. Moi, en plus, j'adore vraiment bosser un peu sur la structure, même si c'est des trucs super casse-couilles, mais c'est l'essence, c'est la base. Et il y a plein de gens qui me disent, mais c'est quoi, t'as fait quelle école, ouais, quoi? ouais. Et il n'y a pas d'école pour les scénaristes, Alors ça n'existe pas, il y a, quoi. il y a une école, ce qui paraît. Non, il n'y a Mais pas d'école. mais au final, je suis d'accord. Ouais. La meilleure école, c'est Ah bah moi je suis écrit. un... Ouais, mais c'est là-dessus par exemple que tu vois, tu me demandais tout à l'heure, tiens, quand on s'est rencontrés, j'avais 16 piges et d'un coup, tu vois, tu m'as fait confiance et tout. Mais moi je kiffe aussi les mecs qui sont autodidactes. Parce que je trouve que c'est génial, tu vois, Moi j'ai appris à écrire en lisant, bah tu sais, tu vas chez pas ton marchand de journaux, mais tu vas à la maison de la presse, ou tu Mm. vas à la Fnac, il y a toute une collection de scénars édités. Oui, D'ailleurs, tu moi peux j'avais les. lu celui de David Lynch sur une histoire vraie Ouais. qui est grosso modo le seul David Lynch à peu près abordable pour Oui. un mec qui aime pas David Lynch. Mais en fait, le scénario était extrêmement bien écrit, au point que que David Lynch, quand il écrit son scénar, tu as les marques des vêtements, Ouais. t'as les marques du gobelet. Ouais. Le mec, s'il allume un briquet, t'as déjà la marque du briquet, tu vois, c'est Ouais. super pointu. Alors ça, du coup, ça donne, déjà là que ça y a une connotation super étrange, mais c'est très intéressant Ouais. à lire. Après, sur les formes de scénar en elles-mêmes, en fait, c'est pareil. On me dit, mais est-ce que tu as un modèle type de scénar? Il n'y en a pas parce que chacun, grosso modo, Ouais. j'ai rarement vu des scénaristes. Alors, c'est assez marrant parce que toi, quand t'écris, je trouve qu'on a une Mylène, enfin donc Mylène à qui j'écris de temps en temps Ouais. et que François connaît aussi, qui est ma chère et tendre, l'avait déjà remarqué sur un scénario qu'on avait écrit en commun en disant je ne sais pas parce qu'on quand on écrit tous les deux, Ouais, en ouais. fait, chacun fait un passage et après on se le Ouais. refile. Et Mylène disait j'arrive même plus à savoir en fait Ouais, qui a typé, écrit tu quoi, vois. donc ce qui est toujours assez sympa. Mais dans la forme elle-même de mise en page, c'est super varié, quoi, tu vois. Oui. Donc Même dans la forme, oui, c'est sûr que ouais, c'est un milieu où il y a beaucoup de règles.
qui sont tout le temps, comment dire, en frein, T'as des quoi. écoles. Enfin là, pas des écoles Oui, de physique, mais on va dire différents styles. Euh, t'as ceux qui font très très peu de description en fait. ouais, C'est-à-dire que t'as un mec qui rentre dans une baraque et qui est pas content et il pleut et machin. Ça va être en une phrase. ouais. T'as ceux qui vont essayer de plonger dans l'ambiance. C'est un Ouais. peu un truc sur lequel moi j'ai essayé vachement de travailler parce que j'avais pas ce truc là au départ. Oui, c'est assez C'est-à-dire que moi, récent là maintenant. ouais. Ça fait vraiment, ouais, je dirais une bonne année. Alors pas sur les scénarios de cours ou de vidéos Oui, oui. virales parce que là je suis, Ouais, bon, en général, bon, voilà, voilà. tu les écris super vite, Et tu vu sais ce que que t'as en tête voilà. et que tu les fais, bon, ça va vite. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte quand même qu'il y a un moment pour avoir une certaine crédibilité vis-à-vis surtout d'une génération au-dessus, Ouais, il fallait un tout petit peu étoffer. C'est pas des masses, mais, ouais. tu peux te permettre d'avoir un peu de sensitive à l'intérieur, Ouais. c'est-à-dire d'avoir un petit peu de... Au départ, on m'avait dit, ouais, tu mets dans un scénario que ce que tu vas voir à l'image. Ouais. Et je ne sais plus où c'est. Je suis tombé un jour sur une interview. Alors, tu vois, le truc, je sais plus, ça pouvait être soit en bouquin, je sais pas comment Ouais. je suis tombé là-dessus, sur cette info-là. Tout ce que je sais, c'est que c'était un super grand scénariste qui disait on s'en fout à partir du moment où tu as réussi à retranscrire Oui. ce que toi tu avais dans la tête à ce Ouais, moment-là. ouais. Et si ça peut aider tout le monde, que le mec à un moment tu vois, il sente comme un gouffre à l'intérieur de lui, si ça aide tout le monde et que du coup ça fait avancer le truc, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Donc du coup, ouais, je me suis un peu posé la question de développer un petit peu ça. Et je me suis rendu compte que du coup, t'avais des bons échos effectivement, sur une génération un peu plus. Mhm. Parce que je sais que quand t'as 30 ans, enfin, moi je vais bientôt les avoir malheureusement, mais quand t'es avec des gens de ta génération, voilà, ils comprennent vachement. Enfin, Ouais. voilà, t'as les mêmes références, les mêmes trucs, mais un prod de 50 ou 60 ou de 65 ans, comme on est en Ouais. train de le faire en ce moment, Ouais. t'es obligé d'aller le séduire avec une certaine forme scénaristique, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, mais par contre, la mise en page, il n'y a pas de style particulier, quoi. D'ailleurs, Ouais. si tu regardes, les scénarios américains sont quasiment pas présentés de la même Non, façon parce qu'en que France, non, quoi. ils ont des règles très précises à eux Ouais, et qui, voilà, Mm. qui marchent dans leur pays. Ils ont une police particulière, ils ont une ouais, mise en page particulière, ils ont c'est assez incroyable. De toute façon, on sera amené à faire ça au bout d'un moment, hein, ouais, bah, j'espère bien quand même. à apprendre à Mais faire ça. c'est vrai que tu vois, par exemple, on me disait, mais il y a un truc souvent qu'on te demande, mais c'est du scénario très abouti, si on te demande de numéroter les dialogues. Alors c'est casse bonbon quand Ouais, t'écris un dialogue de taper un ouais, point, rejet, ouais, deux petits points, il dit ça, blablabla. Et c'est super saoulant, quoi. Donc c'est vrai que t'as des scénarios qui peuvent être... c'est super... Par exemple, t'as des réalisateurs super connus et même des scénaristes qui écrivent pas de dialogue, en fait. ouais, T'as un descriptif de la séquence, bah, Claude Lelouch, par exemple. ouais, C'est-à-dire que t'as un descriptif, grosso modo, de ce qui se passe, mais il a jamais écrit un dialogue, quoi. ouais. Donc ça, c'est... Voilà, Tout il y est a des... variable et surtout, Ouais, surtout en France où même les plus grands réals ont pas. Genre, moi j'avais lu un scénario de Truffaut ouais, où c'était marqué, il n'y a pas de mise en page. ouais, C'était un roman. ouais, La jeune fille pense à ça, elle pense à sa mère. Enfin, ouais. tout c'était l'inverse de ce qu'on nous Mm. apprend, et etc. Donc, Mais c'est ça un des trucs là qui a pas par rapport au scénario, mais c'est une discussion que j'avais eue il y a pas longtemps là-dessus, sur la nouvelle vague française en fait, la ouais, nouvelle vague donc Truffaut, Godard, Lelouch et compagnie, où je disais que c'est un truc dans lequel j'étais absolument pas proche en termes d'histoire, en oui, termes de voilà, honnêtement je trouve ça perso chiant comme la mort. Ça dure des plombes. Mais par contre, il y a une vraie liberté que je trouve que maintenant on récupère avec le numérique. oui, C'est-à-dire qu'à l'époque, totalement. les mecs, ils avaient des petites caméras. J'avais vu un making-of de. Je crois que c'est de Godard. Ouais, Tu le vois avec sa petite caméra au point, péloche, en train de tourner autour de Belmondo. Il n'y a pas de lumière. ouais, L'ingé son, tu sais même pas où il est caché. ouais, Tu ouais. vois, je pense qu'ils ont dû tout refaire en post-prod. Je ne sais pas comment ils sont débrouillés. Mais il y avait une super liberté par rapport à ça. Oui, bah, Et c'est là où je pense que les producteurs n'ont pas encore senti ce qui est en oui, train de se produire en ce moment, c'est qu'on a le même système de ouais. production super léger. On peut Bah, faire de très bons trucs avec pas pour grand moi, chose. les deux réalisateurs comment dire, qui ont ça en eux et qui font des films de cinéma, c'est les réalisateurs de Hypertension. Ouais, C'est les mecs, ils assument mais carrément le côté numérique, ouais, le côté on filme à l'arrache et tout, mais pas à l'arrache dans le sens moche, mais dans le sens une totale liberté, quoi. ouais, Et tu vois ça au cinéma et c'est surréaliste et en même temps, par rapport au style de film qu'ils font, c'est Mhm. carrément cohérent, tu Ouais, vois. complètement, ouais. Et, euh, et je trouve ça vachement bien, quoi. Et ça, moi, c'est en voyant ce genre de film, je me dis putain, en fait, je me restreins vachement. Comme moi, j'ai fait une formation technique assez classique, c'est très pratique, Mhm. mais j'essaie de m'en détacher au fur et à mesure parce que la technique ne doit jamais être ton ennemi, quoi. Ouais. Si la technique est ton ennemi et te pousse pas à la création,
c'est que voilà, il y a un problème quoi. Au contraire, tu vois, il faut Mais que ce soit un outil de. Mais je pense que c'est là en fait où tu marques vraiment ta patte dans ce milieu-là. C'est qu'en fait, effectivement, ce qui est génial, c'est d'apprendre en tant qu'autodidacte. C'est-à-dire que toi, ce que tu as fait au niveau de la réal, ce que j'ai fait au niveau de l'écriture. Et puis à un moment, tu as besoin d'avoir une base. Voilà, T'as, oui. t'as vraiment juste d'avoir quand même. Bah, tu désapprends en fait. Ouais, Ouais, complètement. Toi, c'est vrai que t'es passé par le fameux BTS là, de Bah oui, Boulogne. en fait, après, en fait, dans l'ordre, j'ai fait des moyens métrages. Alors que c'est pas, faut pas Ouais. commencer par ça. J'ai failli jouer dedans d'ailleurs. Je te rappelle que j'ai failli Bah jouer dans les oui, chroniques bah de oui, l'étrange. Je devais t'as- jouer l'épicier. Bah oui, finalement, t'as dit ça prend trop de temps et Et ouais, tout. puis franchement, j'étais. Enfin, Et mais, le truc. Ouais, ça. Alors attends, je sais plus non, comment. on aurait tourné pendant 6 mois, hein, tous les week-ends. Hein. Ouais, ouais. Ouais, je crois. crois, et je crois que c'était je crois que c'est la période où j'ai dû décrocher mon premier contrat d'auteur. Voilà, donc, Et ouais, et un peu flip, mais je pense des deux côtés, tu vois. Ouais. C'est-à-dire de me dire, bon, je sais peut-être pas le. Concentre-nous. Voilà, exactement. J'ai peut-être Concentre-nous pas, ouais, j'ai peut-être pas l'aisance, tu vois, d'aller jouer. Et en plus, je viens de toucher un chèque, c'est le premier de ma vie, tu vois. Donc, ah. Et donc, voilà, mais à cette époque-là, donc, je faisais des moyens métrages, alors que c'était pas du tout conseillé, c'était à 18 ans et tout. C'est un truc que je le dis maintenant, ne faites pas ça. Mhm, Et donc après, avec le BTS, j'ai fait l'inverse, c'est que je suis reparti à zéro mhm. pour tout désapprendre et réapprendre. Et faire des trucs beaucoup plus basés sur l'esthétique, beaucoup plus basés sur, on va dire, enlever les défauts. Ouais. J'ai essayé d'enlever les défauts. Et après, dans ces périodes-là, il y a des trucs, il y a peut-être moins de défauts, mais il n'y a pas beaucoup de qualité. Mhm. Et maintenant, j'estime que j'ai assez confiance en moi sur mes capacités techniques, etc. Et surtout, j'ai aussi confiance dans les spectateurs sur Internet qui n'ont pas les mêmes besoins qu'au cinéma. Quoi, Complètement. tu vois. C'est-à-dire que voilà, ils sont beaucoup plus ouverts sur ce qu'il y a. Et du moment que le son est correct, qu'on entend ce qu'ils disent, que l'image n'est pas trop sombre et tout, à partir de là, tu t'exprimes. Et il faut montrer quelque chose d'intéressant. C'était ce qui était intéressant, je trouvais aussi, parce que je t'ai connu aussi dans la phase Boulogne. Et c'est vrai que tu avais fait un court-métrage En 16 mm, voilà, en ouais. 16 mm. Et du coup, en fait, effectivement, comme tu disais, c'était vachement propre. Ouais. Moi, je trouve qu'on y retrouvait encore, tu vois, ta patte sur l'histoire un peu délirante. Il y avait encore Florent, tu vois, je veux dire, c'est... Comme voilà. quoi, on peut pas passer à côté. Quoi. Ouais, complètement, ouais. Je me demande, en fait, il vit pas chez toi, en fait, Florent. Est-ce qu'il vit dans un recoin placard Mais c'est vrai que du coup, ouais, c'était effectivement très très propre par rapport à des courts-métrages un peu barrés dans la forme d'avant. Et du coup, petit à petit, t'es revenu aussi à un mélange des deux. Et c'est là où je trouve que c'est super intéressant, tu commences comme autodidacte parce que honnêtement, tu fais ce que tu veux, tu fais tes erreurs, entre guillemets, en plus, tu fais chez personne parce que t'as ton petit matos, tu te débrouilles, voilà. Après, quand tu te sens à l'aise, tu passes sur une formation. Moi, ça a été, j'ai beaucoup travaillé avec le producteur de Egal M6, j'ai travaillé beaucoup avec Alain Kapoff, qui est le producteur de Caméra Café. Bon, tu rentres dans un moule un peu. Voilà, tu rentres dans un moule. Alors, c'est là ce qui est bien aussi, c'est que tu apprends à rentrer dans un moule. Oui. Parce que, je veux dire, si tu joues les indépendants toute ta vie, honnêtement, aujourd'hui, on est dans... Je suis un artiste. Ouais, je suis un artiste, t'as compris, j'ai une grande écharpe blanche et je la mets au-dessus de mon écharpe quand on me parle mal, tu vois. Ouais. C'est les fameux auteurs avec des grands A, tu Voilà. vois. Mais tu peux pas faire ça toute ta vie. T'es dans un circuit, il y a quand même il y a des mécaniques commerciales. Un auteur a quand même intérêt à Enfin, c'est un scénariste, c'est 100 milliards de métiers compressés en un seul, tu vois, parce que t'es à la fois juriste, enfin, il y a plein de trucs, tu fais du commercial. Voilà, et du coup, tu as besoin voilà, quoi, de cette formation super, ouais, presque basique, classique, lourde, parce qu'on t'apprend, moi je te dis, j'ai commencé avec du format court, donc c'est-à-dire du 3 minutes pour la télé, avec des auteurs qui avaient déjà bossé sur Caméra Café à fond les ballons. Moi je débarquais, tu vois, oh super, génial, en plus, tu vois, c'est des mecs qui... En plus, ça fait partie des mecs avec qui tu as envie de bosser. Ouais. Et puis quand tu bosses avec eux, tu dis que finalement, c'est pas ce que t'attendais, mais ça te conforte dans ce que toi t'as envie de faire après. Ça, c'est vachement... On pourra peut-être en discuter un peu plus tard de ça, parce que c'est aussi un choc en tant que scénariste. Je pense en tant que créal, quand tu rencontres des gens que t'admires, et à un moment, tu te dis que, voilà... Tu vas continuer à les admirer et pas forcément te rapprocher d'eux. Moi, j'ai pu avoir des retours de gens qui étaient plutôt des cadors sur... je pense, j'ai eu Alain Chabat et Dominique Farrugia, par exemple. C'est assez sympa que les mecs ils te fassent un retour en disant tiens, ça nous fait marrer, c'est sympa. Mais les mecs, c'est pas pour ça qu'ils sont dans la détection de talent, c'est pas pour ça que le lendemain ils vont te faire bosser, tu vois. Et à la limite, il y a des gens qui étaient beaucoup moins exposés, qui sont beaucoup plus à donner leur chance à des qui sont des vrais dénicheurs de talent. Je pense que c'est ce qui manque en ce moment dans ce métier-là, c'est des vrais dénicheurs de talent. Ils sont ouais, complètement.
Et donc du coup, pour revenir à ce truc-là sur le programme court, voilà, on a appris toujours parce que je suis avec Mimi, mais on a appris à vraiment rentrer dans un moule, se faire sur une structure, et quelque part là, on a appris la nécessité d'être très solide sur la construction. Voilà. Alors, juste pour préciser, c'est que par rapport à ce que tu dis, là où ta formation c'était travailler avec un grand producteur de Ouais. séries courtes, ma formation c'était un BTS audiovisuel. Ce que je veux dire, c'est que nos formations sont pas des écoles Complètement, de ouais. scénario. C'est des trucs- Toi c'était le terrain, Ouais, moi c'était un BTS audiovisuel option image, donc c'était un truc, c'était pas une école de réalisation, Ouais. c'était pas un truc qu'on apprenait. t'es passé par la technique en fait Voilà. pour revenir à la réelle. Voilà, Enfin, entre- voilà, on m'a pas dit vous allez un réal. J'étais là-bas, j'étais pour être un technicien, Ouais. tu vois. Donc finalement la formation, tu l'as d'une façon un peu détournée. tu Complètement. vois. Donc voilà. Donc, Ouais. ça, Tu sais quoi, mais je crois que même quand on te vend une formation qui est typique sur ton domaine Ouais. d'activité dans ce menu, je pense qu'il faut se méfier, tu vois. Le Totalement, mec il dit, totalement. voilà, tu vois, je me suis toujours un peu méfié aussi, pareil, des fameux stages de scénariste. Tu sais, Ouais. les trucs où déjà tu vois le prix, tu dis c'est pas possible, quoi. Ouais, C'est-à-dire, c'est les 6 mecs, 000 €, ouais, c'est 6 000 €, les mecs, ils les font. pour une semaine. Ouais, pour une semaine, t'es avec, t'es avec 100 milliards de personnes qui ont déboursé la même somme. Et c'est une sorte de colloque, tu vois, qui répète sans cesse, que souvent tu trouves dans les bouquins, les Exactement. bouquins de McKee, par exemple, Lavandier. Ou alors c'est des mecs vraiment qui bossent un peu sur des séries télé US et qui, voilà, c'est de l'argent vite fait, bien fait. Et finalement, c'est même des trucs que tu trouves sur internet sans trop de soucis, quoi, tu vois. Et vraiment, la meilleure école, c'est lire du scénar, quoi. Lire du Exactement. scénar, ça t'apprend, tu arrives à. Ce que ça t'apprend pas, c'est la structure ou les idées. Ça, la Non, structure ou les T'arrives idées. pas à comprendre comment ils ont fait pour en arriver là. Voilà. Parce que t'as pas leur brouillon. Ouais, exactement. Et ça, tu dois le fournir toi-même. Ouais, puis les idées, on te forme pas. Oui. Enfin, il y a plein de formations d'auteurs, on te dit que vous allez apprendre à faire un personnage extraordinaire, tu vois. Attends, le personnage extraordinaire, on t'apprend pas à le faire. Soit tu as l'idée d'un personnage extraordinaire, mais il y a pas de. S'il y avait des codes ou des mécaniques comme ça, ça serait trop facile, quoi, Bah tu oui. vois. Et moi, j'ai croisé pas mal de gens, tu vois, qui sortaient de ces formations-là et qui me disaient, oui, je sors d'une formation avec un tel ou un tel. Et moi, ça me faisait pas fantasmer. Et quelque part, c'est peut-être un peu vache de dire ça, mais moi, j'avais mon statut d'auteur, ils l'avaient pas, tu vois. Et quelque part, ils avaient peut-être commencé bien avant moi, Ouais, tu ouais. vois. Donc je me disais, mais finalement, c'est pas plus valable que ça, quoi. Surtout, il faut être sur le terrain, faut démarcher, faut pas lâcher, faut. Voilà. En fait, Et toujours proposer. voilà, le truc, c'est que ça rebondit sur ce que les DJ, c'est que c'est des gens qui ont besoin d'être assurés. Donc ils ont besoin d'avoir un diplôme Ouais. qui leur dit vous êtes capable de. tu Ouais. vois. Et au final, c'est là où la plus grande difficulté de ce métier-là, c'est la part de confiance en toi. Ouais. C'est à quel moment. Parce que si t'as pas confiance en toi, ben t'oses rien faire, donc tu commences jamais et tu estimes que t'attends le bon moment, mais en fait c'est une excuse pour ne pas faire. Ouais. Si t'as trop confiance en toi, t'es fermé. Ouais, Et complètement. t'évolues pas. Ouais. T'évolues pas du tout, et donc tu te dis je suis un génie accompli, et Ouais. voilà quoi. Exactement. Et donc il y a une part Et intermédiaire. on a croisé quand même Et des on comme en a ça. croisé Oh des comme putain, ça. on en a croisé un paquet. Des gens quoi. qui leur disent ça c'est pas bon, et te disent si c'est bon. Ah oui, pourquoi? Parce que je te le dis et tout. Ah ok. Bref. Ouais. Et ça c'est un truc, il faut avoir le bon dosage, parce qu'il faut avoir assez confiance en toi pour dire, pour pas attendre que les gens te félicitent en disant bravo, t'es un génie, et pour t'y mettre, et en même temps être ouvert au retour, parce Ouais. que t'es obligé d'évoluer, quoi. Mm. Si tu considères que t'as même pas 20 ans et que t'es au maximum, ben voilà quoi, Ouais. ça présage pas un avenir brillant, quoi. Ouais, complètement. Mais tu vois, tout à l'heure, je te disais que moi, j'essaie toujours de me rappeler, tu vois, des phrases qui, au fur et à mesure de ce que tu apprends, tu vois, c'est bon quand même de te rappeler des trucs qui, à un moment, t'ont un peu ouvert les yeux. Et je te disais tout à l'heure que c'était pas ceux qui étaient les meilleurs qui Ouais. arrivaient, mais ceux qui s'accrochaient le plus. T'as le même principe, c'est que pour moi, peu importe qui a eu l'idée, Oui. du moment qu'elle est meilleure que la tienne, tu Oui. dois l'accepter. Ah oui, alors Et ça, c'est un truc. oui. Je me suis rendu compte que plein de fois, et donc avec Mylène, des fois on a eu même des incompréhensions avec des professionnels par rapport à ça, parce que je peux citer certains projets en fait où on se retrouve en phase de directeur d'écriture, donc des mecs, voilà, c'est des mecs qui voudraient écrire, qui écrivent, Ouais. mais sur ton projet ils écrivent pas, tu vois. Ouais. Donc il faut un peu que tu apprennes un peu c'est comme les chiens, faut te renifler un peu le derrière avant de savoir un petit peu si tu vas te. Voilà. Bref, oui. On est d'accord. On discute, c'était au tout début d'un projet de fiction, et le mec nous dit ouais, ça j'aime pas trop, mais je vous propose tel truc. Et nous on se dit ah ouais, enfin avec Mylène, un petit échange, on se dit ah ouais, ok, l'idée elle est vachement meilleure, donc on dit oui. Et d'un coup, les mecs, il y a une incompréhension.
En fait, on s'est rendu compte qu'il attendait en fait qu'on essaie de défendre nos idées Oui, pendant de 3 base, heures. oui. Alors que. Mais ça, c'est très français, je pense. Ouais. Parce que aux États-Unis, ils sont toujours à la recherche du talent et ils estiment que. Enfin, vaut mieux profiter du talent des autres et se faire de l'argent là-dessus. Ouais. Voilà, bon, c'est un milieu très spécial, mais au moins, ils sont en état de recherche constante du talent ailleurs. Mm. En France, c'est basé sur la peur de la sécurité par rapport à son propre talent. Ouais. Et donc les gens sont fermés et estiment qu'il n'y a pas de collaboration possible, que chacun fait son propre truc et il n'y a pas de lien. Et toi, tu es un des seuls qui estime qu'il faut réunir des gens de talent pour les mettre dans la même salle Ouais. et pour qu'il y ait une idée de génie qui sorte Ouais. de cette salle, quoi. Mm. Et ça, c'est un truc qui est pas très français, Ouais. quoi. Bah, il y a des trucs aussi, c'est pareil, c'est que tu parlais de certitude. C'est vrai que c'est. Moi, par exemple, c'est un truc où je suis super content, tu vois, par rapport à TNT, parce que je sais que du coup, tu as vachement pu prendre tes marques, tu vois, par rapport à ça, et ça a servi aussi à ça, TNT. C'est-à-dire que d'être avec des comédiens, des comédiens professionnels, du coup, bah, j'ai même un peu à penser aussi que Florence, ça a quelque part dû l'aider dans sa démarche Oui. aussi de devenir professionnel, en se disant, bah, je vois un tel ou un tel. Et forcément il galère, mais tiens, c'est pas impossible. Enfin, tu vois, C'est pas impossible, ça te pousse dans ton truc, tu vois. Et moi, à mon titre, en voyant des réals, mais j'ai bien envie de dire que moi, en te voyant toi, ça me pousse aussi à me dire, tiens, bah ouais, carrément. On Quoi, s'automotive l'un l'autre. voilà, exactement. C'est vraiment un truc d'équipe. T'es bien, tu fonces et tout ça, quoi. Et puis une fois de plus, je ne sais plus absolument plus où je voulais en venir. Non, mais sur le côté, on se rassure, le côté peur, le côté. Ouais, voilà, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais dire. Hein, et je voulais dire aux gens 100 milliards de personnes qui écoutent le podcast. C'est que quand t'écris, il faut être très honnête avec ce que t'écris. C'est-à-dire qu'il y a des fois, t'écris des trucs, tu sais que c'est moyen. Ouais. Ça arrive, ça m'arrive. J'en ai vendu des trucs moyens en me disant, je sais que là, c'est ce que. J'aime pas utiliser des mots américains, tu vois, dans les trucs, mais c'est in progress. Tu Ouais. vois, ça demande à être travaillé et tout. Et il y a des trucs, très honnêtement, tu les ponds. Et tu sais que tu as une idée d'en refaire. C'est arrivé par exemple sur Des Zéros, donc une série sur laquelle on était amené à bosser, à François et moi, et puis Mylène, et puis voilà, qui était un gros projet. Et quand on a eu l'idée, qui a eu mis longtemps à mûrir, je me rappelle, le principe partait d'un blackout technique, qui était l'idée de Mylène, Non, sur mais- lequel on avait à nous rajouter un Ouais, truc. ouais. Toi, t'étais arrivé derrière en rajoutant encore une couche dessus. D'un coup, on avait un truc génial, et je me disais, ça, on l'a pas vu. Alors par contre, le projet a traîné, Ouais. et d'autres... Ah, mais c'est ça, tout, c'est que le pire, et moi, c'est un truc qui me fait encore peur là-dessus, c'est quand t'as une idée, qu'elle est vachement bonne, Mhm. tu peux être sûr que si c'est pas déjà fait, t'as un mec qui va la voir à l'autre bout du monde, Ouais. tu vois. Et Bah, ou un truc qui se ressemble. Des fois, et le pire, c'est que des fois, c'est une idée qui est pas pareille, tu vois, mais qui te décourage beaucoup parce que tu te dis, ah, mais eux, ils ont réussi à la mettre en place et pas moi, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ça le truc, c'est que souvent, les meilleures idées, surtout dans l'air du temps, comme nous, on est, Ouais. on est très au courant de ce qui se passe en ce moment, tu Ouais. vois. Et donc, on a les mêmes références Mm. que les gens à Hollywood, tu vois. Ouais, complètement, ouais. Et donc, forcément, on peut avoir une idée qui nous paraît formidable. Et il faut toujours, voilà, faut pas la lâcher et essayer de voir à quel point elle est originale, à quel point finalement on peut prétendre à la vendre et tout. Ouais. Et c'est pas facile, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que d'un coup, le métier de scénariste a besoin d'être vachement dans le relationnel, le commercial et tout ça, parce que quand tu as cette bonne idée-là, tu as intérêt à avoir les partenaires qui vont Oui. te suivre super vite. Je me dis, par exemple, les créateurs de l'iPhone Mars, Ouais. quand tu as une idée comme l'iPhone Mars, tu as intérêt... Tu dois vraiment serrer honnêtement les fesses en te Ouais. disant pourvu que quelqu'un d'autre l'ait pas, parce que Ouais. un autre mec dit, tu vois, je sais pas, une série argentine, tu vois, où le mec il se fait renverser, il retombe dans les années 70 en Argentine, bah t'es mort, quoi, ton Ouais. projet il est mort, quoi, donc tu as toujours ce truc là à croiser les doigts, et c'est vrai que je dirais que c'est peut-être une frustration du métier de scénariste, et c'est pour ça que du coup nous, avec Mylène, on a eu envie d'aller plus loin que ce métier de scénariste à un moment, en prenant des postes comme directeur artistique, chef de développement, et puis maintenant aussi faire un petit peu de prod, c'est de te dire qu'il faut que tu sois maître dans ton destin, quoi. Et le plus frustrant, ouais, quand t'es scénariste, c'est ça, un des trucs les plus frustrants, c'est ça, c'est de te dire, j'ai une bonne idée, Ouais. il faut que je trouve le bon producteur, Ouais. il va falloir aussi que le producteur ne filtre pas, Oui. parce que c'est aussi un gros problème, ça, pour ceux qui démarrent, c'est de se rendre compte de la réalité, de la mécanique Ouais.
Tu dis, communication, par exemple, il y a plein de scénaristes qui envoient leur projet, ou aspirants, surtout aspirants scénaristes, parce qu'une fois que tu as goûté un peu au truc, Ouais. t'es bien rodé. Mais tu as plein d'aspirants scénaristes qui envoient des projets aux chaînes. Il n'y a Ouais. aucune chaîne qui achètera un projet à un scénariste. Ouais. Jamais. Tu as un filtre qui est fait par un producteur. Donc il faut que tu aies un bon producteur. Il faut que tu aies un feeling humain. Il faut qu'il y ait un feeling professionnel. Parce que moi je dis qu'il y a toujours il y a des gens avec qui je peux m'entendre très bien dans la vie. Et je serais incapable de travailler avec eux. Je sais que si on travaillerait ensemble, ça donnerait de la merde. Ouais. Je peux avoir un caractère un peu fort de temps en temps, mais je suis plutôt de bonne foi. Mais des fois, tu peux avoir des gens avec qui, bah voilà, tu bois un coup, tu te fends la gueule, mais au boulot, un peu coincé. Et donc voilà, un bon producteur qui tu vas bien te sentir. Il va falloir que lui aussi mette sa patte. C'est-à-dire que si un producteur, souvent, il dit jamais, putain la vache, c'est génial, formidable, on va rien changer. Alors, on a un peu de chance en ce moment avec Mylène, c'est qu'on est dans une vague depuis 6-7 mois, où grosso modo ça colle, on nous demande pas énormément de modifs, c'est des petits réajustements et ça va. Mais ça aussi c'est plus t'écris, je pense que c'est le cerveau, c'est aussi un outil qui se travaille comme les mecs qui font de la... Ouais, c'est comme les mecs qui font de la menuiserie ou machin, plus t'écris, mieux t'écris. Ouais. C'est une logique qui moi me paraît un peu apparente, parce que si plus t'écris, plus c'est de la merde, honnêtement, il faut vraiment arrêter. Et donc le bon producteur, il faut que le mec, il se sente de le pitcher aussi bien que toi, parce qu'en fait, souvent, les scénaristes sont pas invités dans les séances de pitch entre le... Ça commence à se faire, parce qu'ils se rendent compte, du coup, que les producteurs, des fois, sont des filtres plus ou moins déformants. Et puis après, il faut la bonne chaîne. C'est-à-dire qu'il faut que tu pitches le bon projet au bon producteur, qu'il accepte le truc, qu'il le remet dans la bonne forme, qui lui va lui convenir, l'amener à la chaîne, trouver les bons conseillers de programme, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même toute une logique de conseillers de programme, de directeur de programme. Par exemple, on s'est rendu compte sur une série sur laquelle on a travaillé il y a pas longtemps, je t'ai fait visionner tout à l'heure, je vais pas dénoncer, mais en fait, on s'est rendu compte que les gens qui validaient les épisodes... c'est pas eux qui les validaient en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un mec qui était au-dessus, qui lui lisait tous les épisodes, qui avait une sorte de... Voilà, qui était un droit gros... de veto, un gros droit de veto, donc c'était mais par contre, c'est son métier, donc il a foncièrement entièrement le droit de faire ça, quoi. C'est une sorte de... c'est une sorte de méga super directeur des programmes, tu vois. Mais par contre, ce mec-là, on l'a jamais rencontré. Et les producteurs ne l'avaient pas rencontré. Les producteurs ont découvert, après avoir signé une convention de développement et tourné des épisodes, qu'il y avait un mec encore au-dessus qu'on n'avait pas rencontré, tu vois. Et c'est vrai que tu as tout comme ça, c'est lourd. Tout le système est super lourd. C'est vrai que des fois, c'est... Intermédiaires, c'est truc. Le fait, c'est toute une partie du métier de scénariste, c'est trouver les intermédiaires qui vont te défendre, qui sont valables et tout. Et ça, c'est bizarrement, je trouve, écrire, c'est pas facile, mais c'est pas le plus dur. C'est pas le plus dur, exactement, ouais, carrément, quoi. Donc, Et attends, parce que nous, on a eu aussi cette chance-là, c'est d'être scénariste sur des projets sur lesquels on a eu un vrai droit de regard, parce qu'on l'a demandé, parce qu'on s'est un peu battu pour, et qu'on s'est toujours un peu imposé comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, voilà, c'est nos bébés, on est capable de faire des concessions si elles sont tout à fait justes. Si elles sont pas justes, on sortira et on repartira avec notre petit projet tranquillou. Mais c'est vrai qu'on a eu le choix des fois sur des comédiens, par exemple. Ça, c'est super intéressant, tu vois. Mais voilà, mais tu rentres pas dans une case, quoi. Et je me suis dit, putain, c'est encore plus dur pour un scénariste qui a pas... Il y a plein de scénaristes qui n'ont pas du tout cette volonté-là. Alors là, franchement, c'est là-dessus, on est peut-être un peu des extraterrestres là-dessus. De vouloir se défendre. Même pas de vouloir se défendre, mais de vouloir aller plus loin sur ton projet. Il y a plein de scénaristes qui sont super contents quand ils ont une option, un budget, ils écrivent, ils balancent au prod, et après, advienne que pourra. Moi je peux pas, moi il faut que je me dise putain ça devrait être réalisé par telle personne. Alors c'est dommage, on peut pas mettre des François des cracks partout, mais tu dis tiens tel réal il serait vachement bien, c'est pour telle chaîne, tel coproducteur il serait bien. Et tu vois il m'est arrivé moi sur pas mal de projets de présenter des producteurs ensemble. Les mecs c'est pas le boulot du scénariste. Ah non pas franchement Non pas franchement, mais par contre voilà, on a eu envie de dépasser ce cadre là. Et voilà, et c'est super intéressant, mais quelle mécanique super lourde quoi. Et comme tu dis quoi, c'est super simple d'écrire, mais alors après c'est... Sérieux, le projet c'est le plus dur. Ouais. Donc voilà, je pense que là on est au bout de 1 heure, ça va suffire pour aujourd'hui. C'était très complet, très intéressant. Merci David. À bientôt. Oui, j'espère te retrouver donc dans d'autres vidéos, dans d'autres projets, dans d'autres n'importe quoi. D'ailleurs, tiens, là on va... Souvent n'importe quoi d'ailleurs. C'est souvent du n'importe quoi. C'est souvent n'importe quoi, c'est ça qui est rigolo. C'est mon défouloir, tu voilà. vois, Donc merci à tous d'avoir suivi le podcast et à bientôt. Salut, ciao.